Eh bien, bonjour à tous. Vous êtes en direct sur la web télé du Grand Changement en compagnie de Marie-Lys. Et aujourd'hui, j'ai encore la joie d'accueillir le docteur Alain Scoy. Bonjour Alain. Bonjour Marie-Lys et bonjour à tout le monde. Voilà. Donc, eh bien, aujourd'hui, nous allons aborder le thème des vitamines, les vitamines au cœur de la vie, parce que les vitamines ont un rôle tout à fait important. Donc, je vais te laisser la parole pour nous expliquer pourquoi. D'accord. Alors, il faut savoir que je suis médecin depuis 1973 et j'ai pratiqué la médecine générale et puis j'ai pratiqué l'homéopathie, l'acupuncture et même la psychanalyse. Et sans connaître les vitamines, et je n'en prescrivais pratiquement jamais à l'époque. Et puis en 1994, lorsque je me suis lancé dans mon combat pour réclamer la prudence vis-à-vis de la vaccination hépatite B qui était promue par le gouvernement français à l'époque, j'ai été amené à rencontrer lors d'une rencontre informelle, j'ai été amené à rencontrer un certain nombre de chercheurs, de lanceurs d'alerte, un peu comme moi, et en particulier un certain monsieur Gilbert Crussol, qui est chirurgien dentiste, enfin qui était à l'époque chirurgien dentiste à Paris. Et cet homme m'a donné un livre. C'est lui qui m'a fait découvrir d'abord la réalité des microzymas. Et puis il m'a donné un livre écrit en anglais qui s'appelait Un enfant sur deux. Donc c'était le titre, et qui était écrit par un médecin australien d'origine grecque qui s'appelle Archie Kalokerinos. Et je lui ai dit, mais je ne parle pas anglais, ça ne me sert à rien. Et il m'a dit, débrouille-toi, il faut absolument que tu le lises, et tu verras, c'est extraordinaire. Alors, non seulement je l'ai lu, mais je l'ai traduit. Enfin, je me suis fait aider par quelqu'un, et puis je l'ai mis ensuite en bon français. Et c'est un livre qui est publié actuellement par l'Institut Paracels. Je ne sais pas si... Oui, on le Oui, voit. voilà, on le voit. Voilà. Donc, au départ, on avait mis comme titre La mort subite du nourrisson. Et puis, malheureusement, ça ne s'est pas vendu. Donc, j'ai fait une jaquette où on a changé le titre. On a mis La vitamine C, un médecin témoigne. Donc, ce livre est un témoignage. Donc, on peut se le procurer à l'Institut Paracels, entre parenthèses. Voilà. Ce livre est un témoignage d'un médecin australien, généraliste, qui s'est retrouvé, après avoir terminé ses études, médecin chef de toute une région de campagne, avec à sa disposition un hôpital de campagne, ce n'était pas un hôpital ultramoderne comme ce que l'on connaît aujourd'hui, mais il avait quand même des infirmières et tout le matériel nécessaire pour pouvoir assurer les soins des malades d'une très vaste région. Bon, évidemment, c'était des aborigènes pour l'essentiel. Et ces aborigènes, vous savez, lorsque les Anglais ont conquis l'Australie, ils ont été parqués dans ces espèces de camps de concentration absolument détestables, en général au niveau des égouts des villes des Anglais, dans des conditions de salubrité épouvantables. Et donc, le docteur Archie Kalokerinos a très vite constaté que les enfants mouraient en bas âge, avant 6 mois la plupart du temps, avec des symptômes tout à fait curieux. Et il raconte son expérience de médecin tout au long de ce livre. Et c'est vraiment extraordinaire parce que, bien sûr, il a demandé à ses confrères comment ça se fait. Et ses confrères lui répondaient, mais c'est parce que les aborigènes ne savent pas faire, c'est parce qu'ils sont sales, c'est parce que si, c'est parce que oui. Mais en fait, il n'a absolument pas cru à ces choses-là. C'était de toute évidence pas normal. Et il a cherché seul. Et donc, il recevait des malades qui avaient ce qu'on appelle la maladie de Barlow, c'est-à-dire un certain nombre de symptômes qui correspondent en fait au scorbut du bébé. Mais il ne savait pas. On n'avait jamais appris ça et on ne nous apprend jamais ces choses-là en faculté. Et c'est bien dommage. Et un jour, désespéré, il décide de changer de métier et se faire chercheur d'opale. Et la veille de son départ, chercheur d'opale, pour Bhopal. aller extraire des opales, donc des pierres précieuses.
Et la veille de son départ, il reçoit encore un petit malade qui est en train d'agoniser et il sait très bien que si, malgré tous les soins, les perfusions, les antibiotiques qu'il va pouvoir lui donner, eh bien, cet enfant a une chance sur deux de mourir dans les 24 ou 48 heures. Et comme, entre autres symptômes, il y a des symptômes psychologiques, avec de l'anorexie, de l'irritabilité, de la colère chez ces petits-enfants, il se dit, mais pourquoi je n'irais pas demander le conseil d'un neurologue, puisque à l'époque, les neurologues étaient neuropsychiatres, ils faisaient les deux spécialités en même temps. Et donc, il envoie cet enfant chez un neuropsychiatre de Rome, je crois, la capitale d'Australie à l'époque, qui fait immédiatement le diagnostic de maladie de Barlow, c'est-à-dire de scorbut infantile, injecte au bébé 1 gramme de vitamine C en intramusculaire et renvoie l'enfant guéri au docteur Kalokerinos. Et le docteur Kalokerinos, on tombe littéralement sur les fesses, il dit mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? La vitamine C, et il se met à bûcher, il lui reste une nuit avant de partir, il se met à bûcher quelques éléments, quelques documents sur la vitamine C, et puis il part faire chercheur d'opale, et tout au long de son trajet, il va rencontrer des enfants dans cet état-là, ou des adultes, et il va leur proposer une supplémentation en vitamine C, avec des résultats absolument fantastiques. Et puis, bien sûr, son chemin de vie, ce n'était pas de faire chercheur d'opale, parce que quand on est médecin et quand on a compris une chose aussi essentielle, ce n'est pas pour rien. Et donc, quelques années après, il est témoin d'un crime organisé par une équipe de chercheurs qui assassine donc toute l'équipe de chercheurs concurrents pour voler leur récolte d'opale. Et il est recherché par ces criminels parce qu'ils ont appris qu'il en avait été témoin et donc ils veulent l'éliminer. Et la seule solution pour lui, c'est de revenir à son premier métier. Et il retrouve son hôpital de campagne et bien sûr, à partir de là, il supplémente systématiquement tous les enfants en vitamine C. Et il voit disparaître, ça passe de 50% à 0% de mortalité infantile pour ces enfants. Donc c'est comme ça qu'il a découvert la vitamine C. D'accord. Et donc c'est la première fois qu'on va venir une bande d'assassins alors. Heureusement, grâce à eux, il a pu revenir à la raison. Voilà. Et donc, c'est grâce à ce livre donné par le docteur Gilbert Crussol que j'ai découvert l'importance de la vitamine C. Alors, bien sûr, j'ai bûché la question en plus. Bon, déjà, il y a quelques informations très importantes dans ce livre, mais j'ai bûché un petit peu de partout. J'ai lu Linus Pauling, j'ai lu un peu tous les livres sur la question, et j'ai découvert à quel point la vitamine C est importante. À l'époque, j'étais un très, très gros fumeur, et j'ai acheté tout de suite de la La Roche-Corbin en pharmacie et j'ai commencé à me supplémenter tout de suite, dès 1994, en La Roche-Corbin. Et ce qui m'a étonné, c'est que j'ai jamais cherché à arrêter de fumer, mais au bout de quelques semaines, mon paquet de tabac, il durait, au lieu de durer 2 ou 3 jours, il durait 10 jours, 15 jours. En fait, je n'avais plus le besoin de fumer. Bon. Donc j'ai fini par arrêter complètement de fumer. Je dormais mieux, j'étais en bien meilleure forme et c'était extraordinaire, quoi. Bon, j'ai repris à fumer plus tard, je me suis à nouveau arrêté, mais c'était vraiment pour le bonheur quand je fume. C'est pas un besoin, c'était pas cette addiction que j'avais auparavant. Ça n'a plus rien à voir. Donc la vitamine C, c'est vraiment ce qui m'a ouvert la porte aux vitamines. Et il faut savoir que donc l'être humain est un primate, c'est-à-dire il a la même famille que les singes, c'est-à-dire qu'il a été créé à l'origine pour vivre en zone équatoriale et pour être essentiellement frugivore. Et les fruits des zones tropicales et équatoriales sont excessivement riches en vitamine C et par conséquent, les primates ne savent pas synthétiser la vitamine C. Et c'est ça qui est important de savoir, parce que lorsque l'être humain a quitté ces régions très bienfaisantes, très bénéfiques pour eux, pour venir vivre dans des zones tempérées ou dans des zones un peu plus rudes au niveau climatique, eh bien, il s'est retrouvé systématiquement carencé en vitamine C. La quantité nécessaire
en vitamine C pour un être humain normal. Il ne faut pas écouter l'OMS et les recommandations officielles, parce que là, on est toujours à un niveau de sabotage évident de la santé. La quantité normale pour un être humain, compte tenu des comparaisons que l'on peut faire avec les mammifères comme les tigres, les lions, etc., qui ont à peu près des corpulences équivalentes à la nôtre, c'est de 10 grammes en moyenne par jour pour un adulte, 1 gramme par année d'âge chez le petit enfant, c'est-à-dire la première année 1 gramme par jour, la deuxième année 2 grammes par jour, etc., jusqu'à 10 ans. Et puis à partir de 10 ans, on reste à 10 grammes par jour. Contrairement à ce qu'on croit, la vitamine C n'a aucun effet excitant. Au contraire, elle apaise et elle favorise le sommeil. Et elle est extrêmement intéressante par rapport à ça. Et on a tout intérêt à la prendre de préférence le soir. Alors, j'ai essayé, effectivement, à des époques où je faisais de l'insomnie, la vitamine C, c'est un puissant anti-stress et ça fait dormir. Voilà, c'est exactement l'effet contraire du café. Et si un jour vous faites un abus de café, prenez quelques grammes de vitamine C derrière, vous verrez que ça annihile complètement les effets néfastes du café. Donc c'est vraiment une aide considérable, c'est apaisant, ça détend, ça relaxe et ça permet de très bien dormir, d'avoir un sommeil de bien meilleure qualité. Voilà. Alors, les 10 grammes dont tu parles n'ont rien à voir avec les 180, les 0, enfin, je ne sais plus quoi. 180 grammes qui sont proposés par l'OMS, oui, bien sûr. Mais là, on est dans du sabotage. Mais il faut comprendre aussi, si vous voulez, on est dans un monde politique et financier, et on a beau faire, c'est important. Aujourd'hui, toutes les caisses de retraite sont en faillite, elles sont maintenues à bout de bras par les finances publiques, et bien sûr, le problème de la vitamine C, entre autres choses, c'est que ça rend les maladies et les pathologies beaucoup moins graves, et surtout, ça augmente considérablement la longévité. J'en ai déjà un petit peu parlé lorsque nous avons vu la bioélectronique et toutes ces choses-là. Alors, nous avons quelque part l'impératif, nous avons besoin absolument de nous complémenter, et de nous complémenter quotidiennement et tout au long de notre vie en vitamine C, et pour un adulte à des doses aux alentours de 10 grammes par jour. J'en prends moi personnellement depuis 1994, environ 10 à 15 grammes par jour en moyenne. Chaque fois que j'ai un coup dur, un stress important, je monte à 20 grammes par jour. Ça peut déclencher, bien sûr, c'est légèrement acide, il y a un pH qui est de l'ordre de 2,5, donc ça peut déclencher des chasses biliaires, des désagréments au niveau gaz, diarrhée et des choses comme ça. Mais c'est très très facile de contrebalancer ces désagréments avec un petit peu d'homéopathie. Il y a un remède qui marche la plupart du temps remarquablement bien. Bien sûr, il faut de l'homéopathie de qualité, pas celle de Boiron qu'on trouve dans la pharmacie du coin. Mais ce remède de qualité s'appelle Graphites 5CH. Je vous garantis que si vous prenez Graphites 5CH en vous couchant le soir, eh bien, vous n'aurez pratiquement aucun désagrément avec la vitamine C. Et c'est pas compliqué, ça coûte pas cher et ça a le mérite de permettre de tolérer très très bien cette ingestion de vitamine C. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, aucun fruit et légume ne pourra apporter cette quantité de vitamine C. Il faudrait en manger des quantités astronomiques parce qu'en fait, les sols sont tellement pauvres, les légumes et fruits sont tellement pauvres aujourd'hui qu'on ne peut plus avoir notre dose naturellement. Exactement. Souvent, on me pose la question, pour avoir ces 10 grammes de vitamine C par jour, avec les fruits de nos régions, qui sont les plus riches en vitamine C, à savoir les oranges, les citrons, les pamplemousses, il faudrait consommer… En Espagne, hein, parce que toi, tu habites en Espagne. Oui, oui. Il faudrait consommer environ 40 kilos par jour de ces fruits, mais entiers, avec la peau. Je ne sais pas si tu réalises ce que ça représente, c'est quand même extrêmement important comme quantité. C'est impensable. On ne pourrait pas arriver. Alors, il y a quand même un fruit de nos régions qui en contient un petit peu, c'est le cynorhodon. Mais il faut savoir que l'acérola, par exemple, ou le camu-camu contiennent 17 à 20 grammes de vitamine C par kilo, alors que le cynorhodon, c'est 12 grammes. C'est quand même pas beaucoup. Enfin, avec le cynorhodon, on pourrait. Donc, les confitures de cynorhodon, c'est très bien.
D'autant plus que la vitamine C, contrairement à son nom, n'est pas une vitamine, c'est un sucre. Juste dans ce que tu viens de dire, parce qu'il y a de la vitamine C dans la confiture, alors là, tu m'en apprends une bonne. Hein. Oui, parce que justement, c'est un sucre, et donc ça supporte très bien la cuisson. Ce n'est absolument pas dénaturé par la cuisson. Il faudrait monter à des températures de plus de 150 degrés pour dénaturer la vitamine C. D'accord, mais on dit que la vitamine C est une vitamine qui s'évapore tout de suite, à peine on a pressé l'orange, qu'il faut, si on ne boit pas le jus, pouf, la vitamine disparaît parce qu'elle est… Oh, bien sûr que non. Bien sûr que non. Tout ça, c'est des raconteurs. Il y a énormément de désinformations sur la vitamine C. Je te dis, c'est quelque chose qui rallonge la vie. Donc, comme les caisses de retraite sont en faillite, il ne faut pas rallonger la vie des vieux. C'est impossible. Bon, moi, j'ai 70 ans aujourd'hui, mais bon, c'est vrai que je crois que depuis 1994 que j'en prends, je n'ai pas vraiment vieilli. Hein. Je crois que grâce à la vitamine C, ça permet de rester jeune et en forme. Et donc, c'est vraiment très important. Alors, d'où elle provient? Eh bien, il y a deux grandes sources à notre disposition. On peut préférer, et c'est ce que j'ai longtemps fait, les vitamines C naturelles extraites de fruits tropicaux ou équatoriaux, donc d'acérola ou de canicum. C'est très bien, sauf que, en général, le conditionnement, ce sont des tablettes de 500 mg, c'est-à-dire un demi-gramme, donc il faut en consommer 20 par jour. Ça coûte horriblement cher. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir cette concentration de 500 mg, les laboratoires qui la fabriquent ont l'autorisation de complémenter avec de l'acide L-ascorbique pur, c'est-à-dire qui a été fabriqué par transformation. On va le voir après. Donc en fait, quelque part, c'est une petite escroquerie, bien gentille, mais c'est une petite escroquerie parce qu'on nous fait payer ça très cher, alors que dans un comprimé de 500 mg, il ne doit pas y avoir plus de 200 mg maximum de vitamine C réellement naturelle, et le reste, c'est de la vitamine C obtenue par transformation enzymatique, on va le voir tout de suite. Voilà. Alors, donc ça coûte horriblement cher. Donc, je pense que ce n'est pas la peine. Il vaut mieux prendre de l'acide L-ascorbique pur. Alors, comment est fabriqué l'acide L-ascorbique? Et souvent, la question m'est posée, donc je préfère la prévenir. L'acide L-ascorbique est obtenu par transformation de sucres végétaux, puisque c'est toujours un sucre, en acide L-ascorbique. Cette transformation se fait donc, il faut d'abord extraire le sucre de ces végétaux. En général, on utilise le maïs. Et évidemment, là, toutes les qualités sont possibles. Il peut y avoir n'importe quel maïs à l'origine, mais en général, les gens sérieux garantissent qu'il s'agit de maïs qui n'est pas transgénique. Ils ne peuvent pas le garantir bio, mais ils peuvent le garantir non transgénique. Ensuite, une fois que ce sucre est extrait, il est transformé grâce à des enzymes microzymiennes. C'est-à-dire c'est un processus complètement vivant. Et ce n'est absolument pas du chimique comme on pourrait l'entendre. Bien sûr, c'est un procédé industriel. À l'heure actuelle, compte tenu de la capacité capitaliste des Chinois qui ont complètement bradé la vitamine C pendant plusieurs mois, il n'y a pratiquement plus que la Chine qui en fabrique, mais on peut trouver en Chine de la vitamine C de très 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 grande qualité. Et donc, c'est un produit naturel. Si on la teste au pendule ou à l'antenne de l'échelle, on constatera que c'est vraiment un produit de qualité absolument superbe. Si, bien sûr, tout dépend de la provenance et du fabricant, bien sûr, hein, mais on peut obtenir de l'acide L-ascorbique de très très grande qualité. Nous n'avons plus le droit de la distribuer nous personnellement, mais celle que nous distribuons, elle était vraiment de qualité absolument exceptionnelle, peut-être même supérieure à la cérola. Oui. Alors, j'ai une petite question, moi, parce que à l'époque, il y a plusieurs années en arrière, lorsque j'ai commencé à lire des choses sur la vitamine C, j'ai voulu faire une petite cure. Je suis allée à la pharmacie du coin, je me suis acheté des petits tubes de vitamine C et j'en ai pris, je crois, je devais en prendre 3 grammes par jour, 1 gramme le matin, 1 gramme le midi, 1 gramme le soir. Au bout de 5 jours, alors, je ne sais plus si c'était 3 ou 6, enfin, entre 3 et 6 grammes par jour. Au bout de 5 jours, j'avais le tube digestif, mais complètement brûlé. Intestin à plier en cas de douleur et des brûlures pas possibles, etc. Là,
Je me suis dit, il y a un problème. Je suis allée chercher sur Internet et j'ai appris qu'il y avait des vitamines C acides et des vitamines C non acides. J'ai découvert les ester C qui sont très chers et que j'ai commencé par consommer. Effectivement, là, il n'y avait plus aucune douleur et je pouvais en consommer beaucoup plus jusqu'à ce que je trouve la vitamine C que toi, tu proposes. Alors, il n'y a pas que toi qu'on propose, hein, mais c'est quoi toutes ces différences? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui brûlent et d'autres qui ne brûlent pas? Justement, je pense que ça vient essentiellement de la provenance et du mode de fabrication. Il doit certainement y avoir des modes chimiques de fabrication de la vitamine C. Et bien sûr, là, on ne va plus du tout avoir la même qualité. Et donc, il faut quand même accepter d'y mettre le prix, quoi, hein. Enfin bon, entre le prix de l'acérola et le prix de la vitamine C de qualité en poudre, il y a quand même une sacrée différence, hein, avec un kilo de vitamine C en poudre, ça coûte en moyenne 45 euros. On a de quoi vivre 100 jours à raison de 10 grammes par jour. Donc, ce n'est pas extrêmement onéreux. Mais c'est sûr qu'il faut prendre de la vitamine C de très bonne qualité. Et bon, c'est sûr que la rose corbine que j'avais consommée à l'époque était de bonne qualité. Bon, mais toutes les vitamines C de pharmacie, et en particulier celles qui sont vendues en grande surface, à mon avis, on ne va pas avoir cette qualité-là, quoi. Et c'est quoi cette histoire de acide, non acide et les esters C, c'est quoi? Alors oui, bon, comme elle est acide, on peut parfaitement la tamponner avec des carbonates, avec le bicarbonate ou d'autres carbonates, hein. Alors, c'est ce qu'on appelle les vitamines C estérifiées ou bien l'ascorbate de sodium. Euh, c'est bien. Ça permet pour les gens qui ne supportent pas l'acide de le supporter un petit peu mieux. Pas beaucoup mieux, parce qu'en fait, dès que cet ascorbate parvient dans l'estomac, il est transformé en acide L-ascorbique et en gaz carbonique pour la plupart. Et le gaz carbonique passe immédiatement la barrière de l'estomac, la paroi de l'estomac, et il passe dans le sang. Donc en fait, il n'y a pas d'énormes changements. Mais au niveau du goût, c'est beaucoup plus acceptable. Mais sinon, il n'y a pas de grosse différence. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que pour obtenir un pH neutre, puisque la vitamine C de qualité a un pH à 2,5, pour monter à 7, il faut à peu près 2 cuillères de vitamine C et 1 cuillère de carbonate. Ça veut dire que quand vous prenez 10 grammes de carbonate, en fait, vous n'avez qu'environ 7 grammes de vitamine C. Donc, c'est important de le savoir. Donc, quand on prend une vitamine C estérifiée, il faut en prendre plus que si on prend de l'acide L-ascorbique directement. Mais est-ce que nous-mêmes, on peut faire ce mélange? C'est-à-dire le carbonate, c'est le bicarbonate de soude qu'on va trouver dans les grandes surfaces, en pharmacie? Oui, on peut très bien faire avec ce bicarbonate de soude. Oui. Alors, si on n'a pas de problème de sel, ça va très bien. Sinon, ça apporte beaucoup de sodium. Mais on peut demander au pharmacien de nous préparer un mélange de carbonate avec du carbonate de sodium, du carbonate de calcium, du carbonate de phosphore. Bon, et là, c'est beaucoup plus acceptable pour les gens qui auraient des problèmes de jambes lourdes, de choses comme ça, qui pourraient être gênants. Voilà, et c'est plus équilibré également. Et bon, ceci dit, je tiens à repréciser que toutes les vitamines C n'ont pas besoin d'être mélangées ou d'être tamponnées, comme tu dis, parce que moi, j'en ai découvert, elles sont définies comme étant non acides et on les prend. Moi, j'ai eu pris jusqu'à 20 grammes dans les moments soit de maladie, de grippe, de grand stress ou de grande fatigue. Et ça n'a absolument aucun effet de brûlure ou quoi que ce soit. Peut-être vivre. Bon, oui, il faut savoir que le pH de l'estomac est à 0,5, la vitamine C à 2,5, donc de toute façon, l'estomac supporte parfaitement bien la vitamine C. La seule chose, c'est lorsque le contenu de l'estomac arrive dans l'intestin, dans le duodénum, la première partie de l'intestin, là, l'intestin ne supporte pas l'acidité. Et donc, il y a immédiatement une chasse biliaire et une chasse de sucre pancréatique qui va tamponner cette acidité pour la ramener à 7. Et pour peu que nous ayons des rancœurs, des amertumes, en particulier vis-à-vis de notre maman, parce que tout ce qui est, on le verra quand on verra la symbolique des maladies, pratiquement toutes les maladies digestives sont reliées à la maman, puisque c'est la maman qui, primordialement, a ce rôle absolument fantastique de nourrir l'enfant, de lui donner la vie par la nourriture, hein. Voilà.
Voilà, donc pour la vitamine C, on a fait un peu le tour. Le scorbut adulte est bien connu, c'est pas la peine d'y revenir. On n'a pas Celui fait qui le n'est pas tour, Alain, on connu, n'a pas fait le tour. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose d'essentiel et moi j'ai encore des questions. C'est que la vitamine C n'est pas une vitamine. oui, ce n'est pas une vitamine, c'est un sucre. C'est un sucre. Une vitamine, par définition, c'est une amine, c'est-à-dire un précurseur des protéines et qui a une fonction vitale. Donc on verra les vitamines B ou la vitamine E sont vraiment des vitamines. Mais la vitamine C n'est pas une vitamine, c'est un sucre. Voilà, tu as l'air perplexe. Ok. Non, 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 mais c'est important de le savoir. Donc, on dit que ce sucre est, en fait, est aussi vital que l'oxygène pour le corps. Voilà. Alors, mais ce qui est important à savoir, c'est que euh, des expériences sont en cours un peu partout dans le monde, dans les pays dits civilisés, on va dire, c'est-à-dire surtout pas en France, par rapport au cancer en particulier. Et on a pu constater, pour l'instant c'est essentiellement chez les animaux, on a pu constater que la vitamine C à très forte dose, l'équivalent de 50 à 100 grammes, voire 200 grammes par jour, euh, injectée par voie intra-artérielle, donc dans ce qu'on met là pour les chimiothérapies, à la place de la chimiothérapie, euh, a des effets tout à fait extraordinaires sur les tumeurs. C'est-à-dire que les tumeurs ne disparaissent pas à 100%, mais elles peuvent fondre jusqu'à 80% de leur volume. Et nous l'avons expérimenté personnellement de façon tout à fait artisanale sur quelques malades, puisque nous avions eu en 2009 l'autorisation d'ouvrir un centre de santé à Guyana. Et nous avons eu effectivement constaté de visu, je me souviens en particulier d'un monsieur qui avait un myosarcome de la fesse avec une tumeur qui mesurait à peu près 10 cm de diamètre et 5 cm d'épaisseur. Eh bien, en un mois de vitamine C par entérale, c'est-à-dire par voie intraveineuse ou sous forme de lavement, sa tumeur avait totalement disparu. Il avait également une tumeur du poumon qui avait totalement disparu elle aussi. Bon, bien sûr, pourquoi ça avait totalement disparu et non pas à 80% comme je disais il y a 5 minutes? Parce que parallèlement, on faisait un travail psychologique pour désamorcer la cause du cancer. Et donc, la vitamine C non seulement diminue la taille de la tumeur, même sans travail psychologique, mais si c'est associé à un travail psychologique, ça va permettre le démontage et la guérison de beaucoup de cancers. Alors, il y a encore une forme de vitamine C qui est à la mode aujourd'hui, c'est la forme liposomale. Donc, c'est quelque chose qui a le vent en poupe et on prétend que la vitamine C sous forme liposomale est 10 fois plus active que l'acide L-ascorbique pur. Je pense que c'est faux. C'est ma conviction. Hein. Bon, l'argumentation des gens qui préconisent cette vitamine C, en dehors du fait que le goût n'est plus du tout acide, mais il n'est pas très bon, en dehors de ça, ils prétendent que parce qu'elle est sous forme liposomale, elle pénètre mieux à l'intérieur de la cellule. Mais ces gens-là ont complètement occulté le fait que la cellule n'est pas une entité en soi, ce n'est pas la cellule qui a besoin de vitamine C, mais ce sont les microzymas qui bâtissent la cellule. Et entre autres, ceux qui constituent la paroi cellulaire, ce que j'ai expliqué dans la conférence enregistrée sur les microzymas. Donc, le fait de prendre de la vitamine C liposomale, pourquoi pas? Si vous préférez au goût, c'est votre droit le plus strict. Mais bien sûr, ça va revenir plus cher, ça va entraîner des traficotages un peu complexes. C'est pas, on peut la fabriquer soi-même relativement facilement, mais c'est pas, je crois qu'il faut un four à micro-ondes ou je ne sais trop quoi pour y arriver. Et puis, à l'arrivée, on n'aura pas de bénéfice supplémentaire par rapport à l'acide L-ascorbique pur. Ça, à mon avis, c'est pas vrai. Voilà, à mon avis, ce n'est pas la Donc, science infuse. Hein. donc, la vitamine Oui. C, c'est un puissant anti-stress. C'est-à-dire, plus on est stressé, plus on va avoir besoin de vitamine C. Les fumeurs consomment beaucoup plus de vitamine C que les non-fumeurs. On lui attribue aussi des vertus de nettoyer le foie, Oui. de nettoyer Alors, les métaux lourds. alors, elle est un antioxydant.
Donc ça, c'est très important. C'est en cela qu'elle évite l'encrassement du corps, elle permet l'élimination de tous les poisons. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, elle n'a pas d'effet direct. Hein, on la considère comme un antipoison universel. C'est impossible. Il n'est pas possible d'être antipoison pour tout. Mais par contre, elle permet aux microzymas d'antidoter tous les poisons. Et donc, c'est vraiment par rapport à ce rouage essentiel du microzyma qu'elle va agir. Je prends l'exemple du tétanos, par exemple. Hein. On a fait l'expérience, bon, on sait que le tétanos est une maladie extrêmement rare, il n'y en a pas 10 par an en France. C'est une maladie qu'on guérit actuellement avec la médecine officielle dans une proportion de 90% des cas, mais avec des souffrances effroyables. On a expérimenté dans les années 1950 le chlorure de magnésium intraveineux. Avec une injection de chlorure de magnésium intraveineux, le tétanos guérit totalement en une demi-heure. Et on a expérimenté aux États-Unis la vitamine C intraveineuse. Et avec 1 gramme seulement de vitamine C intraveineuse, un tétanos guérit en 2 minutes. Et ça nous met bien un éclairage sur le rôle du chlorure de magnésium et le rôle de la vitamine C. En fait, le chlorure de magnésium a exactement les mêmes effets que la vitamine C, mais 10 fois moins importants. Voilà. Donc, en général, si on consomme du sel gris, c'est-à-dire du sel bio et gris, on n'a pas besoin de faire une complémentation en magnésium. Souvent, les personnes que nous recevons ici nous disent: est-ce que je continue à prendre du magnésium parce qu'un naturopathe m'avait dit d'en prendre? Bon, c'est bien, le chlorure de magnésium est un excellent produit, mais ça déclenche aussi des diarrhées, ça déclenche aussi des désagréments digestifs. Ce n'est pas nécessaire de se supplémenter en magnésium si on se supplémente en vitamine C. Ce n'est pas indispensable du tout. D'accord. Alors, encore une question technique, tout ça c'est technique, mais c'est important. J'ai cru longtemps que le fait qu'on dise acide L-ascorbique voulait dire que c'était l'évogir. Ben, c'est faux. L-ascorbique, ça correspond à la morphologie des atomes au niveau de la molécule, mais en fait, la vitamine C est dextrogir, c'est-à-dire elle fait tourner la lumière polarisée à droite. Bon, c'est une mouche qui m'agace. Bon, voilà. Donc, où est-ce qu'on peut se trouver cette vitamine C assimilable par le corps en grande quantité? Bon, on peut trouver ça très facilement sur Internet. Il y a beaucoup de laboratoires qui la proposent, de petits laboratoires. Bien sûr, ce n'est pas les grands lobbies pharmaceutiques, mais si vous l'achetez en pharmacie, ça va coûter horriblement cher. Mais si vous l'achetez, vous devez en trouver entre 30 et 50 euros, vous trouvez assez facilement sur Internet. Par contre, il faut se renseigner auparavant sur la qualité, sur l'origine. Est-ce que c'est fait avec des plantes non transgéniques? Est-ce que la fabrication est récente? Il faut se méfier, surtout si le produit que vous consommez a tendance à jaunir. Lorsqu'il jaunit, la vitamine C est presque un poison. Il faut éviter de la prendre si elle n'est pas parfaitement blanche. Hein. Donc ça, c'est important. Donc ça, il faut faire l'expérience pour savoir. Oui, on est bien obligé. Donc toi, tu en as vendu pendant un petit bout de temps, et puis bon, pour des petites raisons techniques, en ce moment, tu ne peux plus en vendre, mais on espère tous que tu vas pouvoir de nouveau en revendre bientôt. Mais j'ai pas l'intention. On a quelques stocks encore. Si on peut, on va les écouler. Mais je pense que ce qui nous est arrivé donc au mois de mai, c'est un petit peu un coup de semence, et ça veut dire que quelque part, on se reposait trop sur cet aspect de vente, et ce n'était pas notre vocation, quoi. Donc je pense qu'on va chercher à orienter nos clients vers des vitamines C de la meilleure qualité possible, mais je ne crois pas qu'on continue à en vendre, en tout cas sur le long terme. D'accord, ok. Voilà. Les autres vitamines alors? Alors, les autres vitamines. Alors, la deuxième vitamine absolument fondamentale, qui a exactement le même effet que la vitamine C, mais cette fois-ci sur les tissus lipidiques. La vitamine C agit sur tous les tissus hydriques, c'est-à-dire 70 à 80% du volume du corps, mais on a aussi des tissus lipidiques, et ça c'est important. Qu'est-ce que c'est que les tissus lipidiques? C'est la peau, pour l'essentiel, l'intérieur des artères,
Donc tous les problèmes d'athérosclérose et tout ça vont être importants, vont nécessiter cette deuxième vitamine. Donc la peau, l'intérieur des artères, le cerveau, tout le tissu nerveux, c'est essentiellement de la graisse. Donc pour tous ces tissus-là, on a besoin de vitamine E. Et alors là, on est vraiment sur quelque chose de totalement différent par rapport à la vitamine C. Il ne faut surtout pas acheter la vitamine E en pharmacie. La vitamine E en pharmacie est une vitamine de synthèse. Et cette vitamine de synthèse, elle n'a que 3, non pas 3, à peu près 15% qui est active et qui nous permet d'avoir des bénéfices, et tout le reste est poison et engorge le foie et va déclencher des douleurs musculaires et des problèmes de vue, etc. etc. Donc n'achetez jamais la vitamine E en pharmacie, il faut l'acheter en maison diététique ou par Internet également, et s'assurer qu'il s'agit de vitamine E vraiment totalement naturelle, c'est-à-dire extraite d'huile. Donc, nous vendions une vitamine E qui était à 99,8% pure. Depuis que nous ne pouvons plus en distribuer, eh bien, nous avons cherché d'autres fournisseurs. J'ai trouvé un fournisseur qui a l'air sérieux. Ça s'appelle Centifolia, Centifolia. Donc, si vous tapez sur Internet vitamine E naturelle Centifolia, vous tomberez sur le site Internet correspondant. Vous pouvez également la commander par le biais de votre maison diététique. Là, c'est une vitamine E qui est pure à 50% seulement et qui est extraite de l'huile de tournesol et donc qui est accompagnée de 50% d'huile de tournesol sans vitamine E. C'est déjà très très bien. Voilà, la vitamine E naturelle, donc c'est l'homologue de la vitamine C pour tous les tissus gras. Donc pensez-y, chaque fois que vous avez des problèmes de surpoids, parce que ça aide à évacuer le surpoids si vous faites le travail psychologique correspondant, parce que là encore, le surpoids, c'est pas parce que vous mangez trop. Le surpoids, c'est parce que c'est un peu comme un cancer, c'est votre corps qui a besoin de manifester d'une manière ou d'une autre une souffrance psychologique, peut-être soit le conflit de manque, soit le conflit d'abandon. Donc, si vous avez un problème de surpoids, c'est important. Si vous avez un problème artériel, athérosclérose, infarctus ou n'importe quoi, c'est extrêmement important d'en prendre. Si vous avez un problème de mémoire, Alzheimer ou les problèmes, tous les troubles de mémoire, c'est aussi excessivement important de se complémenter. C'est aussi une excellente prévention des rides et donc du vieillissement, comme la vitamine C d'ailleurs. Donc c'est vraiment quelque chose de très très important. Donc la vitamine E, elle est extraite des huiles, et il y en a pratiquement dans toutes les huiles. La seule qui en contient relativement peu, c'est l'huile de noix, sinon toutes les huiles en contiennent. Et par contre, elle n'est pas thérapeutique si vous prenez l'huile telle que. Parce que si vous prenez l'huile telle que, elle est là juste pour éviter son rancissement. Donc c'est le dosage minimum indispensable pour que l'huile ne rancisse pas. Donc si on veut avoir un effet thérapeutique sur notre corps, eh bien il faut impérativement prendre de la vitamine E extraite de ces huiles. Et il faut prendre des quantités importantes. Alors là aussi, l'OMS recommande de prendre 15 mg par jour. 15 mg par jour, c'est se moquer du monde. Il n'y a aucune efficacité à ce niveau-là. Et si vous consommez des huiles, vous aurez très largement vos 15 mg. Non, la dose de base de la vitamine E, si on veut avoir un effet positif, c'est au moins 500 mg pour un adulte. Les enfants en ont moins besoin. On peut en trouver assez facilement si on consomme des noix de cajou, des aliments de cette espèce-là qui sont très, très riches en huile. Mais il vaut mieux se complémenter. Je crois que là aussi, c'est quelque chose qu'il faut faire à longueur d'année, du 1er janvier au 31 décembre, au minimum 500 mg par jour. Donc 500 mg, si vous prenez la vitamine E de Centifolia, par exemple, il faudra prendre 1 ml par jour. Alors la vitamine E, contrairement à la vitamine C, a un inconvénient, c'est qu'elle diminue l'agrégation plaquettaire et donc elle fluidifie le sang. Alors c'est à la fois un inconvénient et un immense avantage.
L'inconvénient, c'est que si vous avez des problèmes hémorragiques quelque part, si par exemple vous avez des fibromes utérins qui ont tendance à saigner, là, c'est embêtant parce que ça va majorer ces hémorragies, même à 500 mg, même à dose relativement faible. Par contre, si vous avez des problèmes de coagulation, de phlébite ou de choses comme ça, donc là, elle sera extrêmement intéressante, elle sera littéralement une thérapie anticoagulante qu'il ne faudra pas coupler, bien sûr, ni aux anticoagulants pharmaceutiques, ni à l'aspirine ou aux antiagrégants plaquettaires pharmaceutiques, là aussi. Il faudra la prendre isolément. On ne peut pas coupler les deux, c'est important. Mais là, il faut prendre jusqu'à 1500 mg par jour, c'est-à-dire, si c'est la centifoliale, il faudra prendre 3 ml par jour entier. Et là, vous avez un effet anticoagulant largement équivalent à l'héparine, largement équivalent aux anticoagulants classiques qui sont préconisés par la médecine officielle. Alors, l'inconvénient de ce processus-là, c'est que si par exemple vous prenez du Cintron ou du Préviscan ou des médicaments de cet ordre-là, qui sont des antivitamines K ou n'importe lesquels, maintenant ils ont trouvé une nouvelle génération d'antivitamines K qui est soi-disant mieux tolérée, mais en général c'est surveillé par des prises de sang régulières. Si vous prenez la vitamine E à la place, vous n'aurez plus aucun effet sur cette prise de sang. Pourquoi? Parce que, en fait, la prise de sang vérifie le niveau de destruction de votre foie. Parce que tous les anticoagulants, comme Préviscan, Cintron ou autres, agissent en détruisant le foie, puisque c'est le foie qui construit, qui synthétise les facteurs de la coagulation. Donc, la seule solution, c'est de détruire le foie. C'est ce que fait la médecine officielle. Après, il ne faut pas s'étonner que la force musculaire diminue, qu'on finit en insuffisance cardiaque ou des problèmes comme ça, puisque le cœur est un muscle, et c'est le foie qui donne l'énergie au muscle. Donc si le foie est détruit, on n'a plus de force musculaire, on a des courbatures au moindre effort, on s'essouffle très rapidement, enfin c'est vraiment très désagréable, quoi. Donc si on remplace ces anticoagulants par de la vitamine E naturelle à dose suffisante, on n'aura aucun de ces inconvénients et exactement les mêmes avantages sur la circulation du sang. Enfin, là, soyons sérieux. Hein. Il ne faut pas faire ça sans le conseil d'un médecin. Et la plupart des médecins ne connaissent absolument pas la vitamine E. Donc, n'hésitez pas à me contacter selon ce que vous avez comme problème, comme traitement, je pourrais vous donner des conseils qui seront adaptés à votre cas, mais ne faites pas n'importe quoi parce que par exemple, il ne faut surtout pas associer la vitamine E à l'aspirine. Sinon, on va vers des hémorragies qui peuvent être graves, en particulier au niveau de l'estomac. Voilà. Alors, la vitamine E, elle a énormément d'actions. Elle agit aussi sur les fanères, les ongles, les cheveux, les poils. Elle agit sur les articulations, ça je ne l'ai pas dit, puisque dans la plupart des grosses articulations, il y a une gaine d'huile, on appelle ça la synovie. Eh bien, la vitamine E va entretenir la synovie et va diminuer, bien sûr, à la longue l'arthrose. Donc, c'est extrêmement intéressant. Voilà, on parle pour la doser, alors ça, il faut savoir, on parle soit d'unité internationale, soit on parle de alpha-TE ou milligrammes. Alors, quand on parle d'unité internationale, ne vous y fiez pas, ça ne veut rien dire. C'est quelque chose qui n'est pas du tout adapté à la vitamine E et il faut parler de milligrammes ou de millilitres. Donc, en principe, c'est 500 à 1500 milligrammes de vitamine E ou d'alpha-TE par jour que nous devons consommer selon les problèmes qui se posent à nous. Voilà pour la vitamine E. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, nous avons pu expérimenter l'effet de la vitamine C à très très forte dose, par voie intraveineuse ou par lavement, chez les personnes présentant des tumeurs importantes. Et nous avons obtenu des résultats remarquables et tout à fait satisfaisants, et avec pratiquement aucun inconvénient. Le seul problème, c'est que la voie intraveineuse n'est pas viable à long terme. Très rapidement, les veines se sclérosent, puisque c'est un sucre qui est très concentré, et c'est exactement le même processus que quand vous allez voir le phlébologue pour une varice et qui vous injecte
un produit sclérosant au niveau de votre varice, il peut parfaitement, au lieu d'utiliser un produit chimique, utiliser du glucose, c'est-à-dire un sucre très concentré, et on a exactement le même effet que la vitamine C. Donc, on ne peut pas utiliser la vitamine C intraveineuse à long terme parce que les veines se sclérosent et vous savez que vous n'avez pas 50 veines superficielles au niveau du bras. Donc, si toutes vos veines sont sclérosées, c'est quand même très gênant. Et donc, à force, petit à petit, j'ai fini par découvrir que si on complémente en plus notre corps avec un complexe de vitamine B, eh bien, ça va potentialiser la vitamine C et nous allons avoir exactement les mêmes avantages. Et donc, il faut arriver à la problématique de la vitamine B. Alors, je mets tout de suite en garde par rapport à la vitamine B. Il y a une vitamine B qui est à la mode aujourd'hui, qui est la vitamine B17. Alors, la vitamine B17 est un poison qui est extrait, je crois, du noyau d'abricot et qui est en fait une chimiothérapie douce. Donc ça n'entre pas dans le cadre de ce dont je vais vous parler aujourd'hui, puisque je suis absolument certain qu'un cancer n'est pas un ennemi contre lequel il faut se battre, c'est un processus de survie absolument vital et essentiel et qu'il faut accompagner et non pas combattre. Et si on l'accompagne intelligemment, en faisant un travail psychologique et spirituel, on peut guérir pratiquement tous les cancers. Bien sûr, les limites, c'est est-ce que les gens ont réellement envie de guérir, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que très souvent, le cancer leur donne des avantages, ne serait-ce que l'attention de l'entourage, s'ils n'en ont jamais eu, ou des choses comme ça, qui sont très importants pour eux et qui va freiner le processus de guérison. Donc ça, c'est une possibilité. Mais il peut aussi y avoir des avantages de tous ordres, financiers ou autres, par le 100%, des remboursements à 100%, enfin des choses comme ça qui font que les gens n'ont pas vraiment envie de guérir. Mais si les gens ont vraiment envie de guérir, on peut parfaitement guérir, je crois, aujourd'hui, tous les cancers, à condition de tenir compte donc à la fois des vitamines, mais aussi donc de la dimension psychologique et spirituelle, donc de la dimension psychosomatique des maladies. Alors, les vitamines B, il y en a un certain nombre qu'il faut connaître et vis-à-vis desquels il faut se complémenter. Sachez quand même que la plupart de ces vitamines B se trouvent en quantité très importante et déjà suffisante dans les levures de bière. Si vous prenez de la levure de bière de bonne qualité, bio, etc., et en quantité suffisante, mais là, il faut en prendre quand même de grosses quantités. Il faut vraiment en mettre dans tous les plats, dans toutes les salades. Voilà. Donc là, ça vous apporte déjà beaucoup de vitamine B, c'est déjà intéressant. Mais pour avoir... Ce que je le précise quand même, c'est que dans la levure de bière, il y a du gluten et que pour les personnes qui sont intolérantes au gluten, du coup... Ah oui. D'accord. Là, c'est un autre problème. Voilà. Bon, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y a 9 vitamines B dont je recommande la supplémentation continue également du 1er janvier au 31 décembre parce qu'elles sont toutes extrêmement importantes. Et si on les prend en quantité suffisante, donc ça potentialise de façon tout à fait remarquable l'action de la vitamine E et l'action de la vitamine C. Et donc c'est très intéressant. Alors les vitamines B sont réellement des vitamines, c'est-à-dire ce sont des amines, c'est-à-dire des précurseurs de protéines, et qui agissent de façon considérable au niveau de la vie, puisqu'elles vont intervenir au niveau du microzyma à chaque réaction enzymatique. Et donc, elles vont potentialiser de façon tout à fait bénéfique le travail des microzymas. Donc, il y a la vitamine B1. Donc, la vitamine B1, on appelle ça également la thiamine, qui va agir sur plein de choses, sur la fatigue, l'irritabilité, les pertes de mémoire, la dépression, la cicatrisation, qui va antidoter les métaux lourds. Et alors, ce qui est intéressant par rapport à la thiamine, c'est qu'il y a des médicaments, parce que la thiamine est essentiellement hydrosoluble, c'est-à-dire soluble dans l'eau, et il y en a 2 formes qu'on peut trouver en pharmacie.
je ne sais même plus quels sont les noms, mais vous trouverez ça facilement si vous cherchez la formule chimique sur Internet. C'est Ali, A2LI, thiamine. Thiamine, ça s'écrit toujours pareil, Thiamine. L'alithiamine et la sulbuthiamine, SULBU, thiamine, qu'on trouve en pharmacie, qui sont solubles également dans les graisses et donc qui vont être extrêmement utiles dans toutes les pertes de mémoire sérieuses, dans les démences, dans l'Alzheimer et toutes ces choses-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Ensuite, il y a la vitamine B2, qu'on appelle également la riboflavine, qui va être vraiment la vitamine de l'énergie, qui va donner un tonus extraordinaire, qui va agir sur les yeux. En fait, toutes ces vitamines B sont extrêmement bénéfiques pour le foie. Et là aussi, c'est le foie qui gère non seulement les muscles, mais aussi la vision. Donc, tous les problèmes de photophobie, de larmoiement, toutes les maladies de peau, la cataracte aussi pour les yeux. Et ce sont des vitamines, la plupart de ces vitamines B sont extrêmement utiles pendant la grossesse parce qu'on sait de façon tout à fait certaine qu'elles évitent les hémorragies et qu'elles évitent les malformations des bébés. Donc c'est vraiment très intéressant, on devrait en prendre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ensuite, la vitamine B3. La vitamine B3, on appelle aussi la niacine. Et alors là, il y a niacinamide ou acide nicotinique. Donc ça, c'est important de savoir. Si vous achetez des complexes de vitamine B, méfiez-vous de ne pas prendre de l'acide nicotinique. Non pas que ce soit un acide toxique, mais ça déclenche des flushs sanguins au niveau du visage, c'est-à-dire comme des bouffées de chaleur, des rougeurs extrêmement intenses, l'impression de brûler, les oreilles deviennent cramoisies, le nez, les joues, ça dure 10 minutes, un quart d'heure, c'est très impressionnant, c'est absolument sans gravité, et c'est d'ailleurs utilisé par les otorhinos pour les problèmes de surdité, puisque ça augmente la vascularisation de l'oreille interne, et c'est extrêmement intéressant. Mais bon, au quotidien, si vous prenez un complexe de vitamine B tous les jours, avoir des flushs 3 fois par jour, c'est pas forcément rigolo. Donc, si vous prenez niacinamide ou niacine, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, on n'a pas ces flushs. Donc, c'est une vitamine qui est extrêmement intéressante parce qu'elle agit sur les problèmes artériels, sur tous les problèmes de lipides en excès dans le sang. Elle raffermit la peau, elle diminue l'ampleur des diabètes, elle calme les douleurs, elle agit sur les maladies dégénératives du système nerveux comme le Parkinson et elle favorise le détachement de nos addictions, que ce soit la fumée ou autre chose. Voilà. Ensuite, vous avez la vitamine B5, qu'on appelle aussi l'acide pantothénique ou le coenzyme A, qui est extrêmement intéressant sur tout ce qui est polyarthrite, allergie, stérilité, toutes les maladies de peau, la croissance, les phanères, etc. C'est très connu, la B5, pour les cheveux, les ongles, etc. La B6, qu'on appelle également la pyridoxine ou pyridoxamine, qui est essentielle pour permettre à notre corps d'utiliser les protéines et donc de régénérer l'intérieur de vos muscles, etc. Donc là aussi, ça agit par le biais des microzymas. C'est une vitamine qui évite les convulsions du nouveau-né lorsque la maman en prend pendant toute la grossesse. C'est une vitamine extrêmement utile sur tout ce qui est infectieux, tout ce qui est atteinte nerveuse, sur certains troubles psychiatriques graves comme l'autisme et l'épilepsie. La vitamine B7, la choline ou lécithine, là on en trouve assez facilement dans le jaune d'œuf. C'est aussi une vitamine essentielle pour le bébé, pour le nourrisson, et une vitamine très importante pour tout ce qui est démence sénile, Alzheimer, troubles psychiatriques, migraines. La vitamine B8, qu'on appelle également la biotine ou vitamine H, elle agit essentiellement sur le foie, les maladies dermatologiques, les phanères, les nausées, etc. La vitamine B9 ou acide folique, qui est extrêmement important pour la grossesse, qui évite la prématurité, qui évite les malformations, les becs de lièvre, la mortalité infantile, qui agit sur le cancer, la dépression, les retards mentaux, etc. etc. Enfin, c'est vraiment c'est extraordinaire la pharmacopée qu'on peut avoir avec ces vitamines. Et puis la dernière, c'est la vitamine B12. Ah oui, alors,
La vitamine B12, il faut savoir qu'il faut éviter une vitamine B12 dans le commerce qui s'appelle la cyanocobalamine. Il faut l'éviter, pourquoi? Parce que lorsqu'elle est utilisée par le corps, il y a libération de cyanure, ce qui n'est pas forcément très bon. Hein. Donc, il y a d'autres formules de vitamine B12. Il y a l'hydroxycobalamine, puis il y en a d'autres, peu importe. Mais il faut éviter la cyanocobalamine. La vitamine B12, alors là, il faut savoir quand même que les végétaliens sont régulièrement carencés en vitamine B12 et ça va se manifester par des anémies particulières avec de très gros globules rouges. On appelle ça des anémies macrocytaires. Excuse-moi, Alain, de venir contredire ton propos, mais ça fait quelques années que je ne mange plus aucun produit animal et que je n'ai absolument aucune carence en B12. Et je pense qu'il y a beaucoup de végétaliens et de crudivores qui pourraient abonder dans ce sens-là. Je sais quand même le préciser parce que c'est… Oui, bon, je t'ai dit, je pense que certains végétaliens, selon ce qu'ils consomment, sinon, ils peuvent être facilement en carence. Je n'ai pas dit tous. Hein. Je pense qu'effectivement, il doit y avoir des aliments. La vitamine B12, on dit qu'elle serait apportée uniquement par les produits animaux, c'est ça? A priori, oui. Mais on sait également que si on a une flore microbienne intestinale de qualité, c'est-à-dire si on a une alimentation bien régulière, cette flore microbienne du gros intestin est capable d'en synthétiser. Donc c'est pour ça que ce n'est pas vrai pour tous les végétaliens. C'est vrai pour ceux qui ont une alimentation déséquilibrée pour une raison ou pour une autre. Hein. Voilà, donc la vitamine B12 agit sur les anémies, l'amaigrissement, les palpitations, les névrites. Les névrites, c'est très très important. Toutes les douleurs nerveuses, en particulier lorsqu'il y a eu un zona, lorsqu'il y a des névralgies quelconques, c'est très important. Elle redonne le goût et l'odorat lorsqu'on les a perdus. Elle agit sur l'impuissance, elle agit sur toutes les maladies psychiatriques, le cancer, la leucémie, l'asthme, l'arthrose, et elle favorise la croissance. Donc voilà, tout ça, c'est important. Il faut savoir que nous avions un complexe qui était parfaitement dosé par rapport à ces vitamines B. Bon, malheureusement, nous n'avons plus le droit de les distribuer. Mais en cherchant sur Internet, j'ai pu trouver, a priori, il y a 2 laboratoires qui proposent des complexes à peu près corrects. Il y a le laboratoire Interfit à Toulouse, vous trouverez facilement, et il y a le laboratoire Vital Plus, VITA2L+, qui propose des compléments qui sont corrects, qui apportent des quantités suffisantes. Alors, qu'est-ce que nous avons pu constater? Tout ça, c'est la théorie. Qu'est-ce que nous avons pu constater en pratique chez nous? Donc, à la fois une potentialisation de la vitamine C et la vitamine E pour faire fondre les tumeurs et pour aider les malades à guérir. Nous avons obtenu des résultats remarquables sur tout ce qui est douleur également, c'est très très important. Nous avons obtenu aussi des résultats absolument extraordinaires sur tout ce qui est infectieux. Alors là, il faut être bien clair. Une infection est le signe d'un travail de guérison de nos microzymas. Nos microzymas se mettent à plusieurs, construisent des bactéries pour pouvoir démonter un cancer, une tumeur par exemple, ou des échafaudages qui ont été nécessaires à cette maladie. Et les vitamines n'ont absolument aucun effet antibiotique. Et je pèse mes mots. C'est-à-dire que les vitamines B ne vont pas agir comme un antibiotique qui tue la vie, qui tue les microzymas, bien sûr, et qui tue les bactéries, puisque les bactéries sont nos propres microzymas et il ne faut surtout pas les tuer. Par contre, nous avons pu constater de façon tout à fait régulière, systématique, depuis que je pratique, ça fait plus de 10 ans que j'ai découvert les vitamines B et que nous les proposons à nos patients, que nous les utilisons chez nos animaux, chez les plantes, absolument partout. C'est absolument extraordinaire parce que ça donne à nos microzymas l'énergie nécessaire pour accélérer le travail de guérison et réduire donc l'amplitude de l'infection. Et on voit même lorsqu'il y a du pus, par exemple, pour un abcès ou n'importe quoi, on ne voit jamais une seule bactérie dans ce pus. Parce que si les microzymas ont suffisamment de vitamine B, eh bien, ils n'ont pas besoin de se mettre à plusieurs, de construire des bactéries pour faire leur travail de guérison. Et c'est absolument extraordinaire. Je me souviens en particulier d'un chat sauvage que nous avons recueilli il y a 2 ou 3 ans. C'est une histoire tout à fait étonnante.
C'est un chat sauvage qui venait manger régulièrement chez nous. Mais on n'avait jamais pu l'approcher à moins de 2 mètres. Et puis un jour, il a débarqué chez nous, lamentable, en se traînant sur les pattes avant, parce qu'il avait eu le bassin broyé, sûrement par un gros chien qu'il avait chopé. Et il avait tout l'arrière-train qui était une véritable carapace, puisque du pus avait coulé de 2 orifices, du pus avait coulé en surabondance de l'intérieur, de sous la peau, et avait imprégné son pelage, et ça lui faisait une véritable carapace. Et là, il est venu pour se faire soigner, et on a pu l'approcher, on a pu le toucher, on a pu lui couper les poils qui créaient cette carapace, qui l'empêchait, qui le limitait complètement dans ses mouvements, qui étaient déjà bien malhabiles, puisqu'il y avait le bassin fracturé. Mais c'est vrai qu'il avait 2 orifices gros de 1 cm à peu près, qui correspondaient au croc du chien qui s'était élargi parce que c'était quelque chose qui durait depuis longtemps. Et lorsqu'on le caressait, mais très délicatement, vous savez que les chats, c'est un peu comme les lapins, la peau, elle est pas maintenue au tissu sous-jacent par de la graisse comme chez les humains. Et par conséquent, la peau, elle se décolle très facilement. Et sous la peau, il y avait, pas des litres, il ne faut pas exagérer, mais il y avait des quantités énormes de pus. Dès qu'on le caressait un peu, le pus coulait à flot. C'était un pus vert, gris, jaune, absolument dégueulasse, qui était innommable. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a ouvert une petite gélule de notre complexe de une seule, hein. On l'a ouvert, on l'a dilué dans un peu d'eau, on a aspiré avec une petite seringue, il s'est laissé faire comme un ange. On a écarté un peu le trou pour pouvoir pénétrer l'embout de la seringue sous la peau. L'embout, pas d'aiguille, hein, on ne l'a pas piqué, et on a envoyé ce liquide sous la peau. Je vous jure que c'est vrai. Le lendemain, tout était cicatrisé, il n'y avait plus de pus. Donc l'effet de guérison est absolument spectaculaire. Et on a pu le constater sur nos patients humains, que ce soit les bronchites, les trachéites, les infections, les furoncles, n'importe quelle infection, les rhumes les plus... Il est très très rare qu'un rhume dépasse 24 heures si on prend suffisamment de vitamine B. Par contre, il faut en prendre beaucoup, hein. Les complexes dont je vous parle, il faut prendre 2 gélules quand on est malade, hein, 4 à 5 fois par jour, voire 6 fois par jour éventuellement. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les urines sont complètement jaunes, même fluorescentes. Donc, c'est pas grave. Voilà, Alain, donc on arrive à la fin de l'émission là, et moi j'ai une question quand même, parce que tu dis qu'il faut impérativement se complémenter quotidiennement. Et donc la question que j'ai, mais c'est à quoi c'est dû? Est-ce que notre alimentation aujourd'hui est à tel point toxique qu'elle nous apporte plus les nutriments dont on a besoin? Alors, je pense que c'est lié au fait que nous ne sommes plus en région tropicale équatoriale d'une part, et d'autre part, effectivement, que même l'alimentation bio ne nous apporte plus les compléments alimentaires dont nous avons besoin. Et donc, je crois qu'il faut se complémenter en permanence. Également pour éviter le vieillissement. Hein. Donc 10 grammes par jour de vitamine C, 500 mg par jour de vitamine E et au moins 2 gélules par jour de ce complexe de vitamine B. Et là, je vous garantis que vous aurez une forme olympique tout le temps. Vous verrez la différence. On peut s'en passer, bien sûr, mais on voit très très nettement la différence. Et je vous invite tous à essayer. Ça vaut vraiment des déplacement. Voilà. Donc, il doit y avoir quand même d'énormes carences, effectivement, au niveau de l'agriculture moderne, au niveau de... Je ne sais pas, c'est comme ça, ou peut-être une dégénérescence de l'être humain, quelque part. Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est comme ça. On manque d'amour, on manque d'amour. Ah, le manque d'amour, c'est clair. Mais ça, bon, si... On a mis sur Internet, sur YouTube, un petit film sur notre site Internet également, qui s'appelle Le sens de la vie. On explique justement un petit peu tout ça sur qu'est-ce que c'est que l'amour et combien on a besoin d'amour et combien on ne peut pas se passer d'amour. Parce que je voudrais quand même pas que tu oublies effectivement cette dimension, parce qu'aller se complémenter tous les jours, c'est aller se complémenter d'amour. Oui, alors là, bon, il y a les vous la mettez dans une seringue et vous l'injectez, et c'est voilà, là, c'est génial, c'est spectaculaire. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je te rejoins tout à fait.
Ok. Eh ben, écoute, merci beaucoup Alain. On se retrouvera fin août pour une émission sur la symbolique des maladies. D'accord. Euh, voilà. Est-ce que tu as une dernière chose que tu voudrais rajouter? Bon, non, ben, je vous souhaite à tous plein de bonheur, plein de jeunesse, plein de santé et plein d'amour, bien sûr. On va Voilà. inventer des fast-foods où on va pouvoir aller nourrir se nourrir d'amour. Mais je crois ça s'appelle pas des fast-foods, mais il y a de plus en plus d'initiatives qui vont dans ce sens-là et faire, en faire la promo. D'accord. L'initiative. Voilà. Eh ben, je vous souhaite de bonnes vacances à tous ceux qui partent en vacances. Et puis voilà. Voilà. Et aux autres aussi. Voilà. Aux autres aussi qui restent à travailler. Merci Alain. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous et à très très bientôt. D'accord.